Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 11 juin, premier jour de levée effective de restrictions et donc de reprise de l'activité pour beaucoup d'entreprises, toutes zones confondues, sauf pour celles toujours en l'attente d'une décision gouvernementale. Au menu de questions écho ce soir, d'abord le label Made in Maroc en compagnie de Adil Mnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Il sera question des mécanismes à activer ou des mauvaises pratiques à désactiver afin de redonner à la marque Maroc ses lettres de noblesse grâce notamment à un modèle économique durable basé sur justement ce Made in Morocco tel que tracé par notre invité. Ensuite, en seconde partie, et outre par leur communication, quelle survie pour les entreprises marocaines et comment juguler les impacts de la crise pour la TPME marocaine. Zakaria Fahim, président de BDO Maroc, un cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable, répondra à nos questions. Restez avec nous. Comment encourager le citoyen marocain à consommer local? C'est un sujet de Zineb Massali. Après près de 3 mois de confinement, l'économie nationale a été durement impactée, mais cette crise s'avère être une chance pour relancer et renforcer les capacités de production nationale. Le Maroc n'a d'autre choix que de produire et consommer local. Il faudra donc activer plusieurs leviers prioritaires pour redémarrer la machine économique, notamment une industrie capable de répondre aux besoins de l'économie et de limiter la dépendance extérieure. La promotion d'un label Made in Morocco, proposé par la CGEM, devra réconcilier les consommateurs marocains avec le produit local. L'ONMT, l'Office national marocain de tourisme, a pour sa part lancé une campagne de tourisme interne intitulée Alaman Tlaqaw. Dans la suite logique de cette campagne, les professionnels préparent une série de packages d'offres touristiques incluant hébergement, visites guidées et transport à des prix qui peuvent atteindre une réduction de près de 50% pour des destinations comme Tanger ou encore Tétouan. Le patriotisme économique doit être le pilier de cette phase de reprise et de relance économique. Toutefois, la relance doit être conditionnée par une offre suffisante en quantité et en qualité-prix afin de mieux favoriser le consommer local. Et depuis Casablanca par Skype, Adil Mnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Bonsoir Adil Mnini. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons entendu beaucoup parler de ce Made in Maroc ces derniers jours, ces dernières semaines. Avant de parler du Made in Maroc, qu'est-ce qu'une marque marocaine? Quelle est en tout cas votre définition de la marque Maroc? La marque marocaine, enfin la différence entre la marque Maroc et la marque marocaine, parce que là c'est la première concerne le pays, la deuxième concerne un produit ou un service. Ben, c'est tout simplement une marque qui est enregistrée sur le territoire marocain dans un organisme qui s'appelle l'OMPIC, donc l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. C'est une marque dont les composants ou dans le service qui a été à l'origine de sa création est majoritairement marocain. Donc c'est ce qui définit aujourd'hui le Made in Morocco et c'est une définition qui est conventionnelle et internationale. Maintenant, la perception ou si on veut dire la marque Maroc dans sa généralité, c'est ce que nous dégageons nous Marocains, l'image du Maroc à l'étranger. Et là, c'est ce qui est communément parlé de nation branding. Mais là, c'est des choses qui sont beaucoup plus étoffées. C'est notre politique économique, c'est notre politique sociale, c'est vraiment nos atouts économiques, sociaux, mais aussi agricoles, par exemple. Ça reprend... je voudrais juste, puisque vous parlez de cela, ces clichés des produits du terroir marocain peuvent-ils être dépassés aujourd'hui, puisque le Maroc brille à l'international à travers d'autres secteurs de l'économie, mais cette image-là, on a du mal, en tout cas, à la percevoir à l'étranger. À l'image de la perception qu'on a d'autres pays européens ou autres, le Maroc, aujourd'hui,
un travail extraordinaire, c'est une chance qu'on doit saisir pour pouvoir définir de façon très claire quelle est la perception qu'on veut cibler ou avec laquelle on veut être interprété à l'étranger. Ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que d'un coup, on veut mettre en avant notre terroir, d'un coup, on veut mettre en avant notre tourisme, notre industrie n'est pas aussi exposée qu'on le croit. Il est très important aujourd'hui que nous puissions définir de façon très claire entre toutes les différentes parties. Il y a énormément d'actions et d'actions louables et réellement importantes, mais il faut qu'il y ait une certaine convergence au niveau de cette image qu'on véhicule. On peut pas toujours véhiculer cette image d'un pays touristique et occulter la partie économique qui est celle d'un pays à très fort potentiel de croissance industrielle, un très fort potentiel en matière d'énergie renouvelable, un très fort potentiel humain. Aujourd'hui, le Maroc est un vivier de compétences qui peut intéresser énormément d'autres pays. Et ça, c'est très important. J'espère qu'on aura l'occasion de parler justement de cette synergie, de cette convergence qu'il faut créer Exactement. entre toutes ces énergies qui sont là. On avait un organisme qui s'appelait Maroc Export, qui n'est plus là malheureusement, qui a été indexé À l'AMDI. à l'AMDI. Mais aujourd'hui, la demande que je fais chez vous, Medi 1 TV, c'est pourquoi pas créer une agence Made in Morocco. Pourquoi ne pas créer définitivement un guichet unique de ce Made in Morocco? Alors, quand vous dites guichet unique, cela implique-t-il une transversalité de politique de marketisation du Made in Morocco, à savoir l'artisanat, la destination Maroc, donc le tourisme, donc plusieurs départements à la fois qui seraient réunis dans une seule et même agence, sachant que Maroc Export n'existe plus? Voilà. Au fait, la proposition, elle est très claire. L'agence devra être, je vais dire, indépendante du sérail politique. Il est très clair parce qu'une agence telle que celle-ci, une agence qui va gérer l'image du Maroc, doit pouvoir avoir une vision au minimum à moyen et long terme. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. On ne peut pas aujourd'hui venir initier des stratégies, des politiques, et au fur et à mesure du changement gouvernemental ou du changement d'idéologie, complètement dévier d'une stratégie qui était définie auparavant. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il faut qu'il y ait une agence souveraine, une agence qui, elle, va regrouper tous les métiers de la communication sur la marque Maroc. Je m'explique. Vous êtes producteur d'un produit du terroir marocain, je parle d'une huile d'argan, je parle de Amlou, je parle d'un miel marocain. Vous avez la possibilité à travers cette agence, et on a une chance extraordinaire puisque la digitalisation a fait un pas de géant dans notre pays, et ça encore grâce au Covid, et grâce à la mutation et à l'agilité qui a été celle de notre administration et de toutes les parties prenantes. Il est très important de pouvoir digitaliser ce process. Pour faciliter l'accès. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est très important de le communiquer à vos téléspectateurs, c'est que la marque Maroc aujourd'hui, elle est portée par des très petites et moyennes entreprises. C'est des entreprises qui sont de 2, 3, 5, 10 personnes et qui, elles, vont aller exporter cette marque Maroc à l'étranger. C'est nos artisans, c'est notre industrie cosmétique, c'est notre industrie aujourd'hui qui est dans les métiers de la bouche. Et ça, c'est très important de pouvoir capitaliser sur ce qui a été déjà fait. Parce que mais alors, capitaliser sur ce qui a été fait, excusez-moi, je vous interromps, je me permets de vous interrompre, oui. Adil Mnimi, mais capitaliser sur ce qui a été fait, sur ce qui se fait aussi maintenant, puisqu'il y a des départements qui sont bien sûr, qui dépendent de ministères en l'occurrence ou d'autres institutions, ça risque de faire doublon avec cette agence dont vous proposez la création. Justement, vous me tendez la perche, mais je vais la saisir. Il est très important aujourd'hui de prendre ce moment où on est en train de faire les comptes. On est en train de repenser notre modèle de développement. Il est très important qu'il y ait, une fois pour toutes, qu'on ait le courage d'exprimer ce qui a été exprimé à l'international. C'est pas nous qui le disons, c'est ce qui se passe partout dans le monde, d'exprimer notre Buy Moroccan Act. Acheter marocain. Pourquoi le Marocain n'achète pas marocain, justement? Le Marocain aujourd'hui achète marocain. Il y a énormément d'études qui se contredisent, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très clair, et c'est là où il faut se concentrer, c'est qu'aujourd'hui, le Marocain achète le Marocain quand il trouve une adéquation entre la qualité et la promesse qui est tenue par un produit. Aujourd'hui, quand j'ai un produit qui répond à la spécificité de ma demande, je vais le consommer.
Et quand il est marocain, je suis fier de le consommer. Maintenant, si on laisse des niches, où on laisse complètement des segments de notre économie qui sont aujourd'hui attaqués ou utilisés par des sociétés étrangères ou des marques étrangères, ce n'est que de bonne guerre. Parce qu'il faut aussi qu'on soit responsable et conscient de ce qu'on est en train de faire. La marque Maroc et les marques marocaines doivent aujourd'hui monter en qualité. Et ça, on l'a toujours défendu. Ça fait 6 ans qu'on tient ce discours. Il faut monter en qualité. Il faut prendre en considération des éléments très simples, comme celle du marketing, le packaging. Il faut aussi répondre à des demandes existantes. Il faut aussi faire des études de marché pour pouvoir savoir réellement comment est-ce que ce consommateur marocain veut être servi. Quelle est l'expérience in fine que veut vivre le client à travers ce service ou ce produit. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est à travers ce Buy Moroccan Act, c'est que nous voulons avoir des propositions opérationnelles et très claires. Nous ne sommes pas dans des discours démagogiques ou dans des approches à très long terme. Nous sommes dans le réel, parce qu'aujourd'hui, ces PME, TPE marocaines qui représentent, je le redis, 95% de notre économie marocaine, vont subir cette crise. Il faut qu'on puisse continuer sur cet élan extraordinaire de solidarité qui a été le nôtre pendant cette période de Covid. On a ramassé de l'argent, on a alimenté un fonds qui a servi à soigner nos concitoyens. Aujourd'hui, les politiques, et ils le feront, et j'en suis persuadé, je suis sûr et certain, et nous espérons que ce fonds servira aussi à réanimer le tissu des TPE, PME marocaines. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui qu'il y a des actions très simples que l'État peut mettre en place. Je donne un simple exemple. Aujourd'hui, si on prend la totalité de la commande publique, on est plus ou moins autour des 200 milliards de dirhams. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société, la PME marocaine, la petite entreprise familiale, de par la loi, n'a accès qu'à 20% de cette enveloppe. Directement, Adil Mni. Oui, exactement. Ce serait bien de le préciser aussi. Bien sûr. Oui. Je ne prends pas de raccourci légal, je ne me permettrai pas. Mais je m'exprime à ce niveau-là. Si aujourd'hui, pour réellement asseoir cette préférence nationale, on augmentait ce taux de 20% à un taux de 50%, vous imaginez le bienfait, la bouffée d'air, la bouffée d'oxygène qu'on pourra donner réellement à nos TPE. Et surtout, ce qui est très important, et je vous le dis aujourd'hui, c'est que nos TPE et nos PME ainsi que nos marques marocaines ont besoin qu'on leur fasse confiance. Vous savez, quand on est petit, quand on est une petite marque, on ne vous fait pas confiance. Mais quand vous êtes adossé à un État, quand votre patrie vous fait confiance, quand l'État va accompagner, va pouvoir introduire ces marques, forcément, elles seront plus visibles à l'international. Forcément, elles seront beaucoup plus attractives à l'international. Et ça, c'est ce qui fera demain l'unicité autour d'un label marocain fort, autour d'un label marocain fédérateur. On a toujours été comme ça. On a été très solidaires, mais on a été toujours regroupés autour de nos valeurs nationales. Ce sont les armoiries de notre pays. Aujourd'hui, regroupons-nous devant une nécessité économique, sociale. Je dirais même qu'il en va de la dignité des personnes que nous représentons aujourd'hui. Il en va du futur de ces marques marocaines. Faisons confiance à nos marques. Parfait. Tout simplement, tirons-les vers le meilleur. Vers le haut. Et de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, et vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure, le Maroc, et à travers ses PME, souvent, a démontré au monde entier qu'il pouvait effectivement s'adapter aux besoins, notamment engendrés par cette crise. Merci beaucoup à Adil Mnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de relayer l'enthousiasme de nos marques marocaines. Merci, c'est un devoir entre autres. Et il faut aussi relayer les doléances, mais aussi se projeter dans l'avenir pour ce qui représente l'essentiel de notre tissu entrepreneurial, à savoir les TPE et PME. Nous en parlons en deuxième partie d'émission. Merci de rester avec nous. Et avant de joindre par Skype notre invité, tout d'abord, je vous laisse avec ce papier de Zine Bessali, avec cette question fondamentale. Avant de parler de relance, comment nos entreprises marocaines se sont-elles adaptées aux effets de la crise Covid-19 ? Regardez. Au Maroc, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juillet.
Un bon nombre d'entreprises marocaines ont réussi à saisir cette occasion dans le cadre d'une reconversion de métier ou dans une ouverture de capital et d'accélération de la transformation numérique. Plusieurs sociétés ont vite opté pour le télétravail pour maintenir leurs activités. Dans des secteurs tels que l'offshoring, il a été constaté une augmentation de la productivité et de la performance à la grande satisfaction des clients. Certains acteurs comptent même maintenir ce mode de travail après le déconfinement. Passé cette crise, toute entreprise devra faire les choix judicieux et étudier ses capacités d'endettement. L'ouverture du capital, le crowdfunding sont des options à étudier avant d'opter pour des formules bancaires classiques. Dans le cadre de son cycle de sensibilisation, BDO Maroc sortira un livre blanc pour soutenir des secteurs clés à l'image de l'offshoring, la finance, les nouvelles technologies et l'éducation. Ce qui ressort à la lumière de ce document est la nécessité de préserver le capital humain qui est au cœur de la machine de guerre contre le coronavirus. Nous joignons depuis Casablanca par Skype le président de BDO Maroc, ce cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable. Bonsoir Zakaria Fahim. Bonsoir. Tout d'abord et avant de parler de ce livre blanc, autre fait d'actualité et pas des moindres, comment les entreprises ont-elles accueilli les plans de déconfinement progressif ? Je pense que la très petite entreprise, et notamment je suis aussi président de l'Union des auto-entrepreneurs, on a poussé un cri d'alarme en disant qu'effectivement une lettre ouverte carrément, j'ai envie de dire. Exactement, c'est une lettre ouverte au chef du gouvernement. Tout à fait. Donc là, on a eu quelques retours et on espère qu'on va être entendu parce que le fait de laisser les régions les plus denses où il y a de l'activité économique encore en confinement est un non-sens économique et ne permet pas effectivement à ces entreprises de renouer avec l'activité, d'aller vers leurs clients. Donc on espère qu'on va être entendu puisqu'ils peuvent revoir toutes les semaines. Mais je pense que des pays qui étaient derniers de la classe sont déconfinés. Nous, on est premiers de la classe et on est toujours punis. Il y a un non-sens économique donc, que beaucoup ne comprennent pas. Et surtout, les très petites entreprises aujourd'hui sont vraiment dans une détresse parce que tous ceux, il ne faut pas l'oublier, quand on parle des auto-entrepreneurs, c'est des micro-entreprises qui travaillent au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour s'ils ne travaillent pas, ils ne génèrent pas de revenus. Donc il n'y a pas comment dirais-je, des projets à moyen terme où il a du cash. Donc on a une vraie exigence aujourd'hui et nous espérons qu'on va être entendus. Et j'espère que le passage aussi chez vous à Média TV va sensibiliser sur l'importance d'écouter les très petites entreprises et de ne pas donner, je dirais, des mesures qui sont inapplicables. On ne peut pas laisser un document d'autorisation de circuler et en même temps dire aux gens vous allez pouvoir faire du business alors qu'on n'a le droit que d'aller à son travail. Donc il y a un non-sens et je crois qu'on a suffisamment été confinés et les personnes, les particuliers et les entrepreneurs pour qu'on puisse avec les mesures barrières, je pense pouvoir continuer à être de bons élèves et surtout permettre, et on reviendra sur le vrai sujet aujourd'hui sur lequel vous m'avez invité, c'est si la santé de nos entrepreneurs n'est pas au rendez-vous, comment voulez-vous gérer le stress de vos collaborateurs, comment voulez-vous relancer une économie? Donc je crois que c'est important qu'on vous parlez de la valorisation du capital humain, n'est-ce pas Zakaria Fahim? Exactement, parce que dans le capital humain, effectivement, dans le capital humain, vous avez effectivement formé les collaborateurs, gérer leur bien-être, mais avant de gérer leur bien-être, il faut déjà qu'ils soient mentalement prêts. Et on a vu donc, dans beaucoup de pays qui ont subi des confinements dans des durées encore plus courtes, qui avaient des aides financières plus conséquentes, les dégâts qu'il y a eu. Donc je pense qu'il faut siffler la fin de la partie, on doit revenir au travail et faire confiance à l'intelligence et aux Marocains. On a tous envie, je dirais, de revenir sereinement. On n'a pas envie qu'il nous arrive une maladie ou qu'on soit atteint par le Covid-19. On a compris comment l'apprivoiser et je pense quand on regarde ce que dit l'OMS et ce que disent aujourd'hui tous les experts après le recul, le Maroc, à mon avis, doit revoir sa copie. Et puis voilà, donc je pense qu'on devait interpeller. Très bien. Parlons à présent après déconfinement. Est-ce que vous avez une visibilité quant à la reprise? Quel horizon pour cette reprise, et notamment pour les toutes petites et moyennes entreprises?
Moi, je pense que pour les très petites entreprises, ce qui est important maintenant, c'est vraiment ce qu'on a fait à travers BDO, mais aussi à travers l'Union, parce que personnellement, je crois beaucoup à l'intelligence collective et la TPE maintenant est dans une situation, comme je disais tout à l'heure, dans une détresse extrême, qu'il faut vraiment s'y mettre à plusieurs pour l'accompagner. Et donc là, et la TPE a déjà compris que le digital n'est plus un luxe. Regardez maintenant, même des personnes analphabètes utilisent WhatsApp, travaillent avec je dirais, les push vocaux. Donc, on est en train de mettre en place, notamment à travers le kit, pousser aujourd'hui pour avoir un accès au marché grâce au digital, parce que pour nous, il est transverse et permettra effectivement d'atteindre toutes les régions et non pas les régions, l'axe toujours Casaraba, on peut aller jusqu'à Tanger. Donc, digital, c'est l'ADN du projet. Faire de l'accompagnement, notamment en formation, en information, pour pouvoir effectivement avoir plus de clients, profiter de ce que l'Europe aujourd'hui a subi et qui réfléchit à la relocalisation. Et on pense que le télétravail permettra de garder nos talents au Maroc, mais aussi de leur permettre d'accéder au marché monde et donc à l'Europe. Et toutes ces entreprises aujourd'hui, ou tous ces États qui réfléchissent à relocaliser, qui parlent Made in Europe, moi je pense qu'il y a cette opportunité de Euromed, parce que nous sommes aujourd'hui Afrique, mais aussi méditerranéen, et on a démontré que notre profondeur africaine est une méga opportunité pour l'Europe. Donc je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Et le troisième volet qui est pour nous très important, c'est le financement, vous l'avez dit dans le reportage. Il faut aujourd'hui arrêter de penser que toutes les entreprises pourront accéder aux banques. Les très petites entreprises n'ont pas suffisamment souvent de garanties de profondeur. Et donc, les banques qui gèrent notre épargne publique ne sont pas toujours les mieux placées, notamment même quand il y a la garantie de la CCG qui fait un excellent travail qu'il va falloir accompagner pour aller encore plus loin. Et nous demandons instamment maintenant aux politiques et à nos parlementaires de mettre en place la loi sur le crowdfunding et notamment sur le business angel, parce que la déclinaison dans les régions nécessite je dirais une proximité, c'est-à-dire apporter du networking, apporter l'accès aux clients, donc le réseautage et aussi le financement. Donc c'est vraiment ce triptyque, ces trois pieds, le financement adapté, la formation, l'accompagnement et l'accès au marché. Et tout ça dans le digital avec une gouvernance qui soit très agile, parce que moi je reste convaincu qu'il y a beaucoup de TPE qui ne vont pas se relever et que celles qui se portent bien, il y a vraiment urgence à aller sauver le soldat TPME. Et je pense qu'on doit vraiment joindre les deux, c'est-à-dire le financement classique et le financement des particuliers, des gens qui ont de l'argent. Regardez ce qui se fait ailleurs. Où il faut que la législation suive aussi. Il faut peut-être définir un cadre juridique pour ce genre de financement. Rapidement, c'est votre proposition. Alors justement, juste pour revenir sur le deuxième volet que vous avez évoqué, en l'occurrence la relocalisation, au Parlement hier, le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur, de l'économie numérique et verte, Mounir Fedel Elami, s'est montré très optimiste. Il a d'ailleurs parié sur un afflux massif d'investissements étrangers qui vont au-delà du secteur automobile ou aéronautique, et il a insisté sur cette opportunité pour le Maroc. Alors, quel secteur, selon vous, et notamment pour la TPE et PME marocaine? Je pense que notre ministre a raison d'être optimiste. Maintenant, ce que je disais, il va falloir s'appuyer sur ce qui est aujourd'hui notre vraie force, c'est la proximité géographique. On est quasiment dans l'Europe parce qu'on est à 12 km de l'Espagne à moins de 2 heures, donc ça c'est géopolitiquement, c'est stratégique, mais quasiment tous les secteurs. Donc pour boucler notre kit de survie, on va faire dans 2 semaines un sujet sur la relocalisation. On va inviter des gens qui travaillent notamment sur l'économie verte, qui viennent d'Europe, notamment un ancien ministre comme Borloo ou notre ministre Albert, parce qu'on a compris que aujourd'hui, que ce soit le logistique, quand on voit la puissance aujourd'hui de Tangemet, tout ce qui est agro-business, tout ce qui est aujourd'hui textile, les petites séries, donc je pense que l'AMIT aujourd'hui a une grosse opportunité. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'industrie, dans notamment tout ce qui est équipement. Nous avons une grande opportunité, c'est que nous sommes à 2 encablures d'Europe et nous sommes hors zone euro et beaucoup moins cher. Donc effectivement, quasiment
tous les secteurs aujourd'hui sont une opportunité. Il faut maintenant que les hommes et les femmes soient prêts, mais nous sommes, je pense, nous avons une très belle carte à jouer, puisque nous avons démontré qu'on peut effectivement gérer ces volets et qu'on a déjà une profondeur. Parce que quand on vient au Maroc, on vient aussi sur l'Afrique, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui les Européens. Zakaria Fahim, pour terminer, peut-être résumer ce livre blanc sur lequel vous êtes en train de plancher. Comment croire encore en l'entrepreneuriat dans un contexte d'adversité ? Je pense il faut éviter l'isolement. C'est pour ça que nous sommes aussi en train de militer pour mettre en place un cluster PME Impulse. Nous croyons beaucoup à l'intelligence collective et bien sûr, rapidement, redonner confiance. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui associer aujourd'hui les grands groupes et les très petites TPE dans une démarche win-win et non pas bienveillante et non pas d'assistanat. Et je crois que c'est cet état d'esprit sur lequel nous travaillons avec les autres opérateurs, puisque, comme dit l'adage, donc vraiment, si je devais résumer, c'est effectivement remettre l'humain au centre, l'excellence humaine, avoir effectivement un accès au marché le plus ouvert, et je pense qu'il y a une grande opportunité, et bien sûr le bon financement, tout ça emballé dans un digital. Merci beaucoup Zakaria Fahim, président de BDO Maroc, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de Questions Écho. Je vous donne rendez-vous demain à 21h, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Questions Écho. Et n'hésitez pas à poser vos questions via le hashtag Questions Écho. D'ici là, prenez bien soin de vous.